Je suis très content parce qu'il y a pas mal de Smaliens et on ne se connaît pas tous, donc ça va me permettre aussi de vous montrer un peu sur quoi je bosse à mes collègues. Et puis pour tous les autres, de vous faire découvrir un domaine que j'ai découvert il y a peu de temps qui est super intéressant, autour de l'open hardware et de RISC-V. Donc vous me dites le tempo, quand est-ce que je démarre? Go. C'est bon? Ok. Donc déjà, merci à tous d'être présents, merci au Sonitech. Et juste pour me présenter rapidement, donc je ne suis pas tout jeune, hein, j'ai un peu plus de 50 ans, donc j'ai par contre toujours évolué dans l'open source, toujours dans les communautés, j'ai créé pas mal de communautés, pas mal d'events, et j'ai été salarié, entrepreneur et resalarié, voilà, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis juste, quand même, sur Smile, parce que je suis président de la société Smile, qui est sponsor, je m'occupe de tout ce qui est IoT, voilà, et tout ce qui est cloud transverse au sein de la société, au sein de Smile. Et en faisant de l'IoT, j'ai découvert, il y a un an, l'open hardware et tout particulièrement RISC-V. Donc je ne suis pas quelqu'un de technique, je suis plutôt marketing, commercial, stratégie. Donc ce n'est pas un pitch tech que je vais vous faire, mais c'est un pitch pour vous faire découvrir voilà, un nouveau domaine qui est pour moi l'avenir et une révolution que peu de gens connaissent, surtout peu de gens dans le domaine du soft. Voilà. Donc vous faites quasiment tous partie. Alors on va démarrer par le début. Alors, moi, c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière. J'ai démarré avec de l'open source, et quand on allait voir des entreprises pour de l'open source, on disait mais non, c'est pour les universitaires, Cédric. Puis maintenant, on voit que l'open source, c'est partout, partout dans le soft, dans tous les grands comptes. Et ce qui est intéressant, avant même de parler d'open source d'ailleurs, on va parler de free software, le logiciel libre. Et finalement, c'est le logiciel libre et le free software, c'est très centré sur la liberté individuelle vis-à-vis du code et vis-à-vis du soft. Et puis il y a un autre concept qui est l'open source, qui arrive un petit peu plus tard, qui a été un peu poussé, on va dire, par les éditeurs pour répondre à ce modèle de free software. Il faut se remettre en arrière. On était à une époque où il n'y avait pas le cloud. On payait des droits d'usage pour utiliser du soft. Donc les éditeurs américains, Oracle, Microsoft, Sybase, quand ils existaient, voilà, étaient vachement emmerdés par l'arrivée de l'open source. Et essayaient de combattre un petit peu ce phénomène. Et ils ont lancé un petit peu l'approche de l'open source. C'est-à-dire on a accès aux sources, ok, mais on peut en faire ce qu'on veut derrière. On peut le refermer. On peut vendre des licences par-dessus. Voilà. Donc il y a ces deux notions. Et c'est vrai que celle qui reste plus maintenant, c'est le modèle open source, modèle freemium avec deux notions de licence. Et dans tout ça, il y a le hardware open source, l'open hardware, qui existe aussi depuis très très longtemps, hein, qui est un peu, moi je dirais un peu l'arlésienne. Moi j'en ai entendu parler il y a très 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 longtemps, et c'est resté un domaine qui n'a pas réellement évolué. En tout cas, de la perception qu'on en a tous, hein, c'est que c'est un domaine qui n'a pas vraiment évolué. Mais c'est un domaine qui a essayé de prendre le même concept que l'open source au niveau du soft, c'est-à-dire qu'on va non pas accéder aux sources du code, mais aux sources finalement des plans d'un hardware, d'un objet, et on va pouvoir partager ces plans. Hein, c'est un petit peu cette évolution, en tout cas cette philosophie qu'il y a eu autour du open hardware ces 20 dernières années, on va dire. Et donc, dans ce cadre-là, on a, dans le domaine du hardware, beaucoup de choses, un peu comme dans le soft, hein. On a des schémas papier qu'on peut avoir, des schémas électroniques, je vais vous montrer deux, trois démos. On a aussi le dessin sur les bords électroniques, c'est-à-dire comment on met les composants, comment se font les soudures, quel type de composants on a besoin pour refaire le matériel. Et tout ça, ça se partage sur Internet. Et donc, c'est beaucoup un monde de do-it-yourself, beaucoup un monde d'éducation universitaire, et c'est resté un petit peu cloisonné dans ce domaine-là. Alors, il y a quand même eu Raspberry Pi et maintenant Arduino aussi, qui sont très connus, mais ça reste dans le monde universitaire. On fait des prototypes, on va valider des cas d'usage, notamment dans l'IoT, c'est beaucoup utilisé dans l'IoT. Et on l'utilise d'ailleurs beaucoup chez Smile, chez nos clients, pour valider des cas d'usage avant d'aller industrialiser et fabriquer du hard pour des clients. Mais voilà, c'est resté un petit peu cantonné dans ce domaine-là, et ça n'empêche que c'est un domaine qui est hyper intéressant, où on peut faire beaucoup de choses. Mais voilà, ça n'a pas énormément évolué. Autour de ça, il y a une association qui s'est créée pour valider, certifier du matériel, comme quoi il est bien open source, et on a bien accès à l'ensemble de la documentation de ce matériel, et on peut bien donc le partager, le modifier. Et donc voilà, c'est une association qui existe aussi depuis pas mal d'années et qui évolue tout doucement. Ils ont leur summit tous les ans, mais voilà, ça reste très cloisonné, petit comité.
Voilà, donc ça, c'est toute la partie certification. Donc c'est numéroté, il y a un tampon, on passe un ensemble de tests, on partage des documents voilà, auprès des gens qui s'occupent de cette certification. Mais la révolution, elle n'est pas là. L'open hardware, il va toujours un petit peu évoluer, mais ce n'est pas là où est la vraie révolution, et là où je veux vous emmener. La révolution, elle est d'une part dans le monde du soft, dans la donnée, parce que vous travaillez tous dans le soft, hein, la valeur, c'est la donnée, ce qu'on fait de la donnée, la valeur qu'on va extraire de cette donnée. Alors, je n'en parle pas dans l'IoT, mais c'est le cœur aussi de ces projets IoT. On va aller chercher la donnée sur le terrain avec de l'embarqué. Puis, grâce à tous les softeux, on va traiter cette donnée, on va l'afficher sur du web, sur du mobile. On va vendre des services, on va modifier des business models voilà, autour de ces données. Ça, c'est vraiment le pétrole de demain. Avec l'IA, on en parle de plus en plus. Donc, la valeur dans le monde de l'informatique de gestion, c'est la donnée. Mais la donnée, elle a de la valeur et on peut lui donner de la valeur parce que derrière, on a du silicone, on a des processeurs, on a des microcontrôleurs qui vont chercher cette donnée, qui vont traiter cette donnée. Et finalement, ces puces, ce silicone, ces semi-conducteurs, c'est vraiment le moteur autour de cette donnée. Hein. Et ça, peu de gens s'en rendent compte. Et c'est un monde qui est en train de changer sous nos yeux à l'heure actuelle et d'aller de plus en plus dans l'open source. Alors, le semi-conducteur, c'est un enjeu extrêmement fort. Alors, vous en avez un petit peu entendu parler récemment, et je vais revenir dessus, avec la guerre qui se passe entre les États-Unis et l'Asie, et la Chine notamment, sur les processeurs. Mais c'est un enjeu extrêmement fort parce qu'on s'est rendu compte depuis les années 80, où on a fait partir l'ensemble de nos usines des pays riches dans les pays asiatiques, qu'on avait une dépendance très forte. Et c'est un enjeu très important, et on l'a vécu avec le Covid récemment. Et même à l'heure actuelle, on fait des véhicules et on voit qu'on est en manque énormément de processeurs. Alors c'est un marché qui est plus important que le marché du soft. Le marché du soft au niveau mondial, c'est 550 milliards de dollars environ. Là, on est à 600 milliards et on prévoit de dépasser les 1000 milliards. Donc c'est énorme comme business. C'est un énorme business. Et c'est un business où il y a très, très peu d'acteurs. Dans le soft, il y en a plein d'acteurs. Alors, il y a les gros hyperscalers, mais on a plein d'éditeurs dans le monde. Là, il y a extrêmement peu d'acteurs qui sont dans le monde du silicone et des processeurs. Et c'est un monde qui s'est découpé. Hein. On a d'une partie les pays riches, dans lesquels on est, où on va concevoir et designer les processeurs. Et on a envoyé dans les pays émergents, et notamment les pays asiatiques, la partie fabrication de ces processeurs. Et on voit que dans ce schéma, l'Europe est très peu présente. Alors on a des acteurs, j'en reparlerai un petit peu par la suite, mais on n'est pas très très présent. Ceux qui sont très présents, c'est les Américains, en masse, notamment sur la partie conception. C'est l'Asie, enfin le Japon, parce que les Japonais ont racheté les architectures ARM qu'on a dans nos téléphones. Et puis c'est surtout Taïwan, hein, les pays asiatiques, la Corée du Sud et Taïwan, qui sont très présents dans la fabrication. 50% des processeurs dans le monde sont fabriqués à Taïwan. Et on comprend mieux ce qui se passe en ce moment en géopolitique avec Taïwan, les US et la Chine. Hein. Donc c'est assez intéressant parce que je pense que peu de gens ont cette cartographie. Et on voit qu'on a, allez, on va dire une quinzaine d'acteurs pour 500 milliards de business, ce qui est délirant. Et c'est même... ça fait peur, on va dire. Parce que si on perd quelques acteurs, et encore, je ne parle pas, là je parle de ceux qui fabriquent les processeurs, mais typiquement dans le monde, les machines qui sont capables de graver des processeurs de manière très très fine, il y a un acteur dans le monde qui est en Europe, un seul, qui fournit ce type de machine. Donc c'est vraiment un monde très très spécifique. Il y a de fortes dépendances. Alors au fur des années, depuis les années on va dire 60, 70 à maintenant, c'est des business models qui ont un peu changé. On était tout au début, et au début d'Intel d'ailleurs, dans un business model où les acteurs, et notamment les acteurs américains, et quelques acteurs européens comme STMicroelectronics, faisaient de la conception et de la fabrication. Donc ils concevaient, ils faisaient les plans, et en même temps, ils produisaient. On a toujours le cas, hein, c'est 50% encore du business à l'heure actuelle, notamment avec Intel. Et puis, on a eu ces modèles, et notamment le plus gros succès, ça a été ARM, hein, c'est-à-dire c'est les processeurs qu'on a dans nos téléphones. C'est un modèle où on a dit, non, on ne va plus s'occuper de la partie fonderie, on va faire juste la conception. Et c'est des Anglais, parce que ARM, c'est anglais à la base, ça a été racheté maintenant par des Japonais, qui ont cherché à le revendre à des Américains d'ailleurs, ça n'a pas marché.
à Nvidia, pour information. Et c'est un nouveau business model où on dit maintenant on va concevoir toute l'IP, tout ce qui est la valeur ajoutée, c'est fait en Europe, et on va voilà, produire en Asie. Et dans ce cadre-là, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout les Américains qui sont prédominants dans ce domaine-là, et l'Asie pour la partie fabrication. Avec le plus gros acteur dans le monde, c'est TSMC, c'est quasiment 50%, je vous ai dit, du marché mondial de la fabrication. Donc il ne s'agit pas que les Chinois attaquent Taïwan et nous piquent ce type d'usine. Et puis ils ne sont pas prêts à les attaquer et faire péter l'usine, parce que sinon même eux, on peut se fournir. Donc, alors on s'en rend compte aussi, moi j'ai repris cette image, je trouvais que c'était intéressant, sur un téléphone. On voit les différents composants d'où ils viennent et la dépendance qu'on peut avoir. Et ce qui s'est passé avec Huawei, hein, quand les États-Unis ont dit bah, maintenant Huawei, on arrête de vous vendre notre technologie, bah, c'est que dans un téléphone, on a le soft, bien sûr que vous connaissez bien, parce que vous bossez dessus, et le soft, c'est la plupart du soft, c'est américain. Il me reste 10 minutes, bon, la moitié. Et puis on a pas mal de hard qui viennent d'Asie, hein, et les Américains sur la partie. Alors c'est intéressant, là aussi on en parle très peu, c'est que dans le domaine du silicone, on a l'usine qui fabrique le design du processeur, mais on a aussi deux autres composants qu'on connaît très peu. C'est les machines qui gravent le silicone, d'accord. Et je vous ai dit qu'il y avait un seul fabricant, je crois que c'est en Hollande, qui s'est gravé du silicone à moins de 10 microns. Et puis c'est la partie soft, parce qu'il faut du soft quand on fait du silicone. Il faut du soft pour dessiner les cartes, enfin dessiner ce qu'on va graver sur le silicone. Il faut du soft pour les compilateurs, on va le voir par la suite. Il faut adapter les compilateurs et pour faire les tests aussi, d'accord. Et donc là aussi, il y a très peu d'acteurs dans le soft autour du silicone. Et la plupart des éditeurs, bah, ce sont des Américains. Alors, ce qui se passe, il y a eu deux phases là, dans la guerre entre les États-Unis et l'Asie, mais je mets aussi l'Europe, hein, parce qu'on essaie de se défendre un peu en Europe, hein, on n'est pas si mauvais que ça. C'est d'une part, les Américains ont dit, on ne veut pas que la Chine nous rattrape, on ne veut surtout pas que la Chine nous rattrape, on veut que la valeur ajoutée, les processeurs de très haut débit, notamment dû à l'IA, hein, et c'est l'IA et le traitement de la donnée, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on a besoin de puissance de calcul pour traiter et sortir la valeur de la donnée. Et donc les Américains ont dit, on ne veut surtout pas être rattrapés, donc on veut bloquer nos technologies auprès des Chinois. D'accord. Et donc il y a eu une première défense qui était en 2018, juste avant le Covid, où on a dit on arrête d'exporter nos technologies aux Américains, notamment Google, vous en avez entendu parler sur le mobile avec Huawei, mais aussi au niveau des processeurs. Il y a eu aussi l'approche, et ça c'est typiquement américain, de ce qu'on appelle l'extraterritorialité, c'est-à-dire que les sociétés en dehors des États-Unis qui achètent des technologies américaines comme l'Europe et qui revendent après leurs produits avec cette technologie américaine en Asie, ils n'ont pas le droit. Enfin, en Chine, ils n'ont pas le droit. Donc ça va jusque-là. Et puis récemment, il y a eu différents accords en 2022 où ils ont dit on va financer massivement la réintégration des usines qu'on a en Asie aux États-Unis. Donc ils ont dealé ça avec le Japon, Taïwan et la Corée du Sud en disant on va reprendre un certain nombre d'usines, on va ramener des usines, parce qu'on ne veut plus dépendre entièrement, stratégiquement parlant, on ne veut plus dépendre autant de vous, et on va financer l'implantation de ces usines dans le territoire. C'est ce qu'on fait aussi en France. Hein. En Europe, on vient d'avoir un accord dans ce domaine-là pour réintégrer des usines, pour rester Microelectronics et les autres acteurs, NXP, voilà, en Europe. Et donc on est en train de revenir en arrière de ce qu'on avait fait depuis les années 90, finalement, avec cette approche néolibérale. Et donc ça, c'est important que vous voyez ça, c'est qu'on voit bien l'enjeu quand même qui est derrière tout ça, et la puissance qui est derrière tout ça. Et on l'a d'autant plus que l'avenir, et ce qui consomme énormément de composants, c'est entre autres les voitures électriques qui sont en train d'arriver. Et donc on a une indépendance qu'on souhaite avoir qui est extrêmement importante, donc c'est très politique. Je vous ai mis le petit logo ARM NVIDIA, parce qu'il y a un coup de Trafalgar de NVIDIA, américain, qui est leader dans les puces autour de l'IA, qui a voulu racheter ARM aux Japonais. Et heureusement, on a fait no go. Hein, les Américains ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous êtes hégémonique. Déjà, vous êtes hégémonique sur la partie processeur IA. Donc voilà, il y a eu toute une histoire autour de ça récemment. Je vais avancer un petit peu. Et donc, arrive enfin le thème de cette conf et le pourquoi du comment. Pourquoi risque 5 ? C'est que la vision qu'on en a, je vous l'ai expliqué en introduction, l'open hardware, c'était j'ai les schémas pour faire mon objet. Hein.
Mais là, on sort de cette approche de schéma open source que je partage, avec qui je collabore. On va dans le processeur. D'accord ? Et là, il y a une révolution dans le monde des processeurs, qui est un monde hyper fermé, hyper propriétaire. Et dans le monde du soft, on a les API, qui a été une révolution, hein, voilà, ce qui nous permet d'interagir voilà, avec des systèmes. Et on expose des API avec des business models autour de ça. Et bien, dans le monde du processeur, on a ce qu'on appelle les instruction architecture, qui sont des jeux de données, des API, entre guillemets, hein, des API, qu'on met à disposition pour faire le lien entre le soft et le hard. Donc, quand vous développez du logiciel, vous avez un compilateur qui va convertir votre code selon l'infrastructure et l'architecture du processeur avec du code assembleur qui va être codé. Et ça, la définition de ces architectures, c'est propriétaire, il y a de l'IP derrière, hein, c'est ce que vend ARM d'ailleurs, hein, ils vendent que de l'IP, mais on a la même chose sur les architectures x86 avec Intel et AMD, et ça, ce sont des API qui sont propriétaires, donc qui ferment complètement le monde du processeur, on est obligé de payer des licences. Et ce qui est en train de se passer, c'est que ces API sont en train d'être ouvertes, hein, il y en a 5 minutes, okay. Et c'est le plus important de la conf, pour vous, franchement, c'est que ces API-là, on est en train de les ouvrir, et c'est le projet Risque 5. Et ce qui est super intéressant, alors je crois que c'est dans le suivant, ouais, moi j'en parlerai après, mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, je ne suis pas assez technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'on avait jusqu'à maintenant, dans les compilateurs, c'était propriétaire, et c'est pour ça qu'Intel a autant investi dans l'open source, a autant investi dans Linux, parce qu'ils investissaient sur GCC, sur le compilateur, pour que ça puisse bien fonctionner avec leur processeur. C'est pour ça qu'ils mettent du pognon sur nous, ils n'en auraient rien à foutre. Donc la révolution, elle est là. Et donc là, on est en train de péter le modèle qu'il y a depuis des années. Et ce qui est très intéressant, c'est que Risque 5, ça a été inventé par des étudiants aux États-Unis. Et avec la guerre entre la Chine et les États-Unis, on a dit on ne peut pas avoir une fondation qui est basée aux US, même si c'est une fondation, d'accord ? On se casse et on va en Suisse. Comme ça, il n'y a pas de dépendance avec les Américains, ils ne peuvent pas m'emmerder. Donc c'est une fondation maintenant qui est basée en Suisse, donc il y aura une indépendance vis-à-vis des Américains. Tous les fabricants de processeurs maintenant font partie de cette alliance, d'accord, et collaborent autour de cette nouvelle API open source qui est Risque 5, qu'on va pouvoir décliner sur toutes les gammes de semi-conducteurs. Alors toutes les gammes, c'est quoi? C'est le microprocesseur, c'est ce qu'on a dans nos PC, et dans nos smartphones, ce sont les microcontrôleurs qu'on a dans le monde de l'embarqué, hein. Ce sont dans les GPU, pour tout ce qui est calcul autour de l'IA, d'accord ? Ce sont dans la FPGA qu'on peut programmer. Donc, dans toutes les gammes de semi-conducteurs, on va avoir une interface qui est open source. Et ça, c'est une révolution. Et ça, vous ne le voyez pas. C'est encore plus fort que l'arrivée de Linux. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça vous fait marrer, mais c'est vachement important. Non, mais qu'est-ce que c'est en train... Google, ils réagissent, ils disent, ben moi, je vais devoir porter mon Android sur ces plateformes. Donc, Google met des gars, met des devs pour porter Android sur Risque 5. Intel, son partenaire, ils sont même au bord tout en haut, ils mettent un pognon de dingue, pour porter Linux sur Risque 5. Ils ont même développé un processeur récemment, Nios 5, qui d'ailleurs, c'est même pas un microprocesseur, c'est un microcontrôleur. Nvidia, qui développe CUDA, que personne ne connaît ici. Tout le monde connaît NVIDIA, mais personne ne connaît CUDA. CUDA, si, vous connaissez, bon. Excusez-moi. Super. Et ils sont en train de porter CUDA sur Risque 5. Hein. Donc tout le monde est en train de... Même Thales, indépendance, cyberdéfense, indépendance sur les processeurs, ils vont concevoir leur propre processeur, leur propre OS basé voilà, sur Risque 5. C'est une communauté qui grandit. Voilà, qu'on ne voit pas, mais qui est extrêmement importante et qui est très stratégique. Et pour finir, dans les quelques minutes qui me restent, je voulais faire un petit clin d'œil. Alors ça, c'est des slides que j'ai repris, hein, ils ne sont pas de moi, c'est d'un autre, d'un autre PDG, je ne suis pas PDG, d'un PDG, voilà, d'une autre boîte, d'une start-up, et qui a fait une comparaison qui est super intéressante. On dit dans le software, je peux être 13, et je peux être multimillionnaire. Je peux faire un produit que tout le monde utilise dans le monde entier avec le software
si j'arrive au bon moment, avec la bonne idée, avec les bons ingés, avec les bonnes techno open source, je peux faire un carton. Très très vite. Mais dans le hardware, ah bah c'est pas possible dans le hardware. Il faut un tel investissement que c'est pas possible. Et donc là, j'ai pris le cas d'Instagram, voilà, qui avait des briques open source et qui, bien entendu, ont utilisé du cloud et très rapidement, ben voilà, ils sont devenus leaders, ils se sont fait racheter. Et il y a une boîte, et ça c'est aussi une énorme révolution, c'est là qu'on voit la force du truc, qui s'appelle C5. Là, je pense que vous ne connaissez pas, parce que si vous connaissez. Vous connaissez ou pas? Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Eh ben, C5 vous permet, je vous fais juste une petite démo, parce que moi j'ai trouvé ça mais bluffant quand j'ai vu ça. Alors, C5, j'avais prévu l'onglet, vous pouvez paramétrer votre processeur sur le web. Non mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que les processeurs, ou les microcontrôleurs, ils sont ah, j'ai 30 secondes de retard. Ils ont non mais ils se spécialisent de plus en plus. Mais pour fabriquer son processeur, c'était pas possible. Il fallait en faire des millions et des millions. Et bien maintenant, avec ce type de société, on peut définir le type de processeur qu'on veut, quel type de mémoire on veut. Alors moi, je connais rien, mais les types de ports qu'on veut. Et tout ça se fait sur le web. Et après, derrière, on clique et ça part en production. C'est une révolution. Et tout ça, c'est normalisé avec RISC-V, hein, ces fameuses API pour le hardware. Je reviens sur les slides. Pour terminer. Mais je trouve que c'est un bon exemple. Et donc, ça veut dire que maintenant, pour le hardware, on peut avoir des gens qui veulent développer un processeur ou un microcontrôleur spécifique pour attaquer tel type de marché, tel type de traitement, grâce à ce type de solution. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'Open Compute Project, j'aurais pu vous en parler, mais ce n'est pas grave. Et le feedback, voilà.